Dans les archives oubliées du registre foncier de San Luis Potosí, au Mexique, figure une annotation datée de 1863. Une seule phrase, tracée d'une main tremblante. « Les terres de la Hacienda San Jerónimo ne doivent jamais être vendues ni transmises. Cette propriété appartient désormais à l'État par décision de justice et par nécessité morale. » Ce qui s'était passé là-bas, 12 ans plus tôt, avait détruit une famille entière, provoqué la mort de 7 personnes et jeté l'opprobre sur l'un des noms les plus respectés du nord du Mexique. Avant de poursuivre, si vous aimez les mystères sombres et les secrets historiques qui dérangent, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville nous écoutez-vous en ce moment? Je lis tous vos messages. Maintenant, retournons en 1851, dans une région où le pouvoir d'un seul homme pouvait décider du destin de centaines de personnes. L'État de San Luis Potosí, au milieu du 19e siècle, était un territoire de contrastes brutaux. Les mines d'argent avaient enrichi certaines familles au-delà de toute mesure, tandis que la majorité de la population vivait dans une pauvreté qui confinait à la servitude. Le Mexique venait de perdre près de la moitié de son territoire face aux États-Unis lors de la guerre américano-mexicaine, et le pays se trouvait dans un état de profonde instabilité politique et sociale. Dans ce contexte, les hacendados, les grands propriétaires terriens, régnaient sur leurs domaines comme de véritables seigneurs féodaux. Ils possédaient non seulement des milliers d'hectares de terre, mais aussi le pouvoir de vie et de mort sur les centaines de travailleurs qui dépendaient d'eux. La justice officielle s'arrêtait souvent aux portes des haciendas. Ce qui se passait à l'intérieur relevait de la juridiction du patron. La Hacienda San Jerónimo s'étendait sur plus de 15 000 hectares dans une vallée isolée, à 3 jours de cheval de la ville la plus proche. Fondée au début du siècle par la famille Villarreal, elle avait prospéré grâce à la culture de la canne à sucre et à l'élevage de bovins. En 1851, elle était dirigée par Don Rodrigo Villarreal, un homme de 42 ans qui avait hérité du domaine à la mort de son père, 7 ans auparavant. Don Rodrigo était connu dans toute la région comme un homme d'une extrême richesse et d'une personnalité complexe. Grand, le visage marqué par une cicatrice qui traversait sa joue gauche, souvenir d'un duel dans sa jeunesse, il imposait le respect par sa seule présence. Il avait étudié à Mexico pendant 4 ans, fait un voyage en Europe, et était revenu avec des idées que certains trouvaient progressistes, d'autres simplement étranges. Il avait épousé en 1846 une jeune femme de 18 ans nommée Isabela Romero, fille d'un commerçant de Guadalajara qui avait fait fortune dans l'import-export. Le mariage avait été arrangé, comme c'était la coutume, mais les témoins de l'époque rapportaient qu'Isabela était d'une beauté exceptionnelle. Des cheveux noirs qui lui tombaient jusqu'à la taille, des yeux d'un vert inhabituel dans cette région, et une grâce naturelle qui attirait tous les regards. Les premières années de leur mariage semblaient heureuses, ou du moins normales pour l'époque. Isabela avait donné naissance à 2 enfants. Un garçon, Fernando, né en 1847, et une fille, Catalina, née en 1849. La famille vivait dans la Casa Grande, la maison principale de l'Hacienda, un édifice imposant de 2 étages avec des murs épais, des arcades coloniales et un patio intérieur orné d'une fontaine en pierre sculptée. Mais quelque chose avait changé après la naissance de Catalina. Les domestiques qui travaillaient dans la maison et qui, des décennies plus tard, accepteraient de parler sous condition d'anonymat, racontaient que Don Rodrigo était devenu de plus en plus distant avec sa femme. Il passait de longues heures enfermé dans son bureau, buvant du cognac français et relisant des livres qu'il avait rapportés d'Europe. Des livres dont les titres n'étaient jamais mentionnés, mais que certains décrivaient comme des ouvrages de philosophie étrange ou de doctrine particulière. L'Hacienda elle-même reflétait cette atmosphère changeante. C'était un lieu à la fois magnifique et oppressant. Les pièces principales étaient décorées avec un luxe ostentatoire. Meubles importés de France, tapisseries flamandes, lustres en cristal de Bohême.
Mais les quartiers des domestiques et des travailleurs formaient un contraste saisissant. Des baraquements surpeuplés, sans ventilation adéquate, où des familles entières vivaient dans une seule pièce. Le domaine comptait environ 400 âmes. Des péonnes qui travaillaient aux champs, des artisans spécialisés dans diverses tâches, des domestiques pour la maison principale, et même un prêtre résident qui célébrait la messe dans la chapelle privée de l'hacienda chaque dimanche. Ce prêtre, le père Anselmo Gutiérrez, était un homme dans la cinquantaine, envoyé là par l'évêché de San Luis Potosí pour s'occuper des besoins spirituels de la communauté isolée. La vie à San Geronimo suivait un rythme immuable. Lever avant l'aube pour les travailleurs, journée de labeur sous le soleil implacable, retour au baraquement à la tombée de la nuit. Le dimanche était jour de repos, mais un repos relatif, car les travailleurs devaient assister à la messe et participer aux célébrations organisées par le patron. Don Rodrigo aimait organiser des événements. Plusieurs fois par an, il invitait d'autres hacendados de la région, des hommes d'affaires de la ville, parfois même des fonctionnaires du gouvernement. Ces visites donnaient lieu à des banquets somptueux qui duraient 2 ou 3 jours. On servait des plats élaborés, des vins importés, des cigares de la Havane. Les invités chassaient dans les terres de l'hacienda, jouaient aux cartes, discutaient de politique et d'affaires. C'est lors de l'un de ces banquets, en mars 1851, que quelque chose d'inhabituel commença à se produire. Un voyageur de commerce français, nommé Henri Beaumont, passa par la région en mai 1851. Beaumont tenait un journal détaillé de ses déplacements au Mexique, un document qui serait retrouvé des années plus tard dans les archives d'une maison d'enchères à Paris. Dans une entrée datée du 23 mai, il décrivait une conversation troublante qu'il avait eue dans une auberge de San Luis Potosí. « J'ai rencontré ce soir un homme qui revenait d'une visite à la Hacienda San Geronimo », écrivait Beaumont. Il semblait profondément perturbé. Après plusieurs verres de mezcal, il m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit que Don Rodrigo Villarreal, le propriétaire, avait une manière très particulière de recevoir ses invités. Pendant les banquets, après que le repas était terminé et que les hommes se retiraient dans le salon pour fumer, Don Rodrigo présentait sa femme, Doña Isabella, d'une façon qui ne convenait pas à une dame de son rang. Beaumont ne détaillait pas exactement ce que cela signifiait dans son journal. Il notait simplement que l'homme avait utilisé des termes qui ne peuvent être répétés par décence, et que la situation semblait relever d'un arrangement que le mari lui-même encourageait. Le voyageur français, sceptique, avait demandé si l'homme était certain de ce qu'il avançait. La réponse avait été catégorique. « J'ai vu de mes propres yeux, comme d'autres invités ce soir-là. » Mais personne n'en parle ouvertement. C'est quelque chose qu'on comprend quand on est là-bas. Et personne ne refuse l'hospitalité de Don Rodrigo. Pas si on veut continuer à faire des affaires dans cette région. Beaumont avait conclu son entrée du journal avec cette observation. Je ne sais que penser de ce récit. Le Mexique est un pays où les coutumes peuvent sembler étranges aux yeux d'un Européen. Mais si ce que cet homme dit est vrai, alors il existe dans cette hacienda isolée un secret qui défie toute compréhension morale. Cette conversation serait restée un simple ragot d'auberge si d'autres témoignages n'avaient pas commencé à émerger au fil des mois suivants. En juillet 1851, un jeune avocat de Mexico, nommé Antonio Salazar, écrivit une lettre à son frère. Cette lettre, conservée dans les archives familiales, décrivait son séjour à la Hacienda San Geronimo. Salazar avait été invité pour discuter de questions légales concernant l'acquisition de nouvelles terres par Don Rodrigo. « Mon cher frère, » écrivait-il, « je dois te confier quelque chose qui me trouble profondément depuis mon retour de San Luis Potosí. J'ai été reçu avec une hospitalité extraordinaire à l'Hacienda San Geronimo, mais j'ai été témoin de situations qui m'ont mis dans un grand embarras. Le 3e soir de mon séjour, après un banquet somptueux auquel assistaient 6 autres invités, Don Rodrigo nous a tous conviés dans son grand salon. Ce qui s'est passé ensuite dépasse mon entendement. Je ne peux en parler ouvertement même à toi,
Mais sache que j'ai décliné toute invitation future et que j'ai recommandé à notre cabinet de ne plus traiter avec cet homme, quelle que soit la somme qu'il offre. » Salazar ajoutait, « Le plus troublant n'est pas l'acte lui-même, aussi choquant soit-il, mais l'attitude de Doña Isabela. Elle semblait accepter la situation avec une résignation qui m'a glacé le sang. Et Don Rodrigo agissait comme s'il organisait simplement un divertissement ordinaire pour ses invités. Aucun des autres hommes présents ne paraissait surpris. J'étais apparemment le seul nouveau venu à cette pratique. Ces deux témoignages, séparés dans le temps et l'espace, pointaient vers la même conclusion dérangeante. Quelque chose d'anormal se produisait lors des banquets de Don Rodrigo Villarreal. Mais qu'était-ce exactement? Et surtout, comment une telle situation avait-elle pu s'installer? Pour comprendre, il faut retourner en 1849, l'année de la naissance de Catalina, la fille cadette du couple. L'accouchement de Catalina avait été difficile. Isabela avait failli mourir. Le médecin le plus proche se trouvait à 2 jours de voyage, et c'était une sage-femme locale qui avait dû gérer les complications. L'enfant avait survécu, mais Isabela avait passé 3 mois alitée, dans un état de faiblesse extrême. Pendant cette période, Don Rodrigo avait montré une sollicitude inhabituelle. Il passait des heures au chevet de sa femme, lui lisait des passages de livres, lui apportait lui-même ses repas. Les domestiques se souvenaient de cette époque comme d'un moment où le maître semblait presque humain. Mais quelque chose s'était produit pendant ces mois de convalescence, quelque chose que personne ne pouvait expliquer clairement, mais dont les effets allaient se révéler catastrophiques. Maria del Carmen Vega, qui travaillait comme femme de chambre principale dans la Casa Grande, accepta de témoigner en 1862 lors de l'enquête menée par les autorités après la dissolution de l'Hacienda. Son témoignage, retranscrit dans les archives judiciaires, offrait un aperçu troublant de la dynamique qui s'était installée entre Don Rodrigo et Doña Isabela. Après sa maladie, racontait Maria del Carmen, Doña Isabela n'était plus la même. Elle était devenue silencieuse, distante. Elle passait de longues heures assise dans sa chambre, regardant par la fenêtre sans rien dire. Quand je lui parlais, elle mettait parfois plusieurs secondes avant de répondre, comme si elle revenait de très loin. Don Rodrigo, lui, était devenu encore plus autoritaire. Il donnait des ordres précis sur tout, comment Doña Isabela devait s'habiller, quand elle devait sortir de sa chambre, avec qui elle pouvait parler. Il contrôlait son emploi du temps, minute par minute. Au début, nous pensions que c'était par inquiétude pour sa santé. Mais avec le temps, nous avons compris que c'était autre chose. Il y avait aussi les livres. Don Rodrigo lisait constamment à Doña Isabela des passages de philosophes européens, de penseurs dont je n'avais jamais entendu parler. Il lui parlait de théories sur la nature humaine, sur la liberté, sur le dépassement des conventions sociales. Je ne comprenais pas tout, mais je me souviens de certaines phrases parce qu'elles me semblaient choquantes. Il disait que le mariage était une prison inventée par l'Église, que la vraie noblesse consistait à transcender les interdits de la morale commune, que les gens véritablement supérieurs pouvaient s'élever au-dessus des règles qui régissaient le commun des mortels. Doña Isabela ne répondait jamais. Elle écoutait simplement, avec cette expression vide que je lui connaissais maintenant. Parfois, elle hochait légèrement la tête. D'autres fois, elle restait immobile comme une statue. Le père Anselmo, le prêtre de l'Hacienda, avait également remarqué ce changement. Dans une lettre adressée à son évêque en octobre 1849, il exprimait ses préoccupations. « Monseigneur, écrivait-il, je me permets de vous faire part de mes inquiétudes concernant l'état spirituel de mes ouailles à la Hacienda San Jerónimo. Don Rodrigo Villarreal, qui était auparavant un homme pieux et respectueux des sacrements, s'est mis à questionner ouvertement certains enseignements de l'Église. Il me parle de philosophes allemands et français dont je n'ai jamais entendu parler et qui semblent prôner des idées contraires à notre foi. Plus inquiétant encore est l'état de son épouse, Doña Isabela. Cette jeune femme, autrefois vive et pleine de grâce, est devenue une ombre d'elle-même.
Elle assiste toujours à la messe dominicale, mais elle le fait avec une passivité qui me trouble. Quand je lui parle, elle répond par monosyllabes. Quand je lui demande comment elle va, elle dit simplement qu'elle va bien, sans jamais développer. J'ai tenté d'aborder ces questions avec Don Rodrigo, mais il m'a répondu que ce qui se passait dans sa maison ne regardait que lui. Il a ajouté que si je continuais à m'immiscer dans ses affaires privées, il demanderait à l'évêché de me remplacer. Je suis donc dans une position délicate. Comment accomplir ma mission pastorale quand le maître des lieux me ferme toutes les portes? L'évêque avait répondu quelques semaines plus tard, conseillant au père Anselmo de faire preuve de patience et de diplomatie. « Don Rodrigo est un homme puissant et influent, » écrivait-il. « Nous ne pouvons nous permettre de l'aliéner sans preuve concrète d'une faute grave. Continuez à observer, à prier, et tenez-moi informé de tout développement inquiétant. » Mais le développement inquiétant ne tarderait pas. En décembre 1849, Don Rodrigo organisa le premier banquet après la maladie d'Isabella. Il invita 4 hacendados voisins et 2 hommes d'affaires de la capitale. C'était un événement important, car plusieurs mois s'étaient écoulés sans réception à San Geronimo, et les invités étaient curieux de revoir Doña Isabella après sa longue convalescence. Le premier soir se déroula normalement. Un dîner somptueux fut servi dans la grande salle à manger. Soupe d'écrevisses, côte de bœuf rôtie, légumes importés de la capitale, fromage français, desserts élaborés. Les vins coulèrent généreusement. Les conversations portèrent sur la politique nationale, les affaires, les problèmes avec les travailleurs, les prix des matières premières. Isabella présidait la table aux côtés de son mari. Elle portait une robe de soie bleue qui mettait en valeur sa silhouette retrouvée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant. Elle souriait poliment aux remarques des invités, répondait brièvement quand on lui adressait la parole, mais ne participait pas vraiment à la conversation. Après le dîner, selon la coutume, les dames se retiraient normalement au salon, tandis que les hommes fumaient leurs cigares et buvaient du cognac. Mais ce soir-là, Don Rodrigo proposa quelque chose de différent. « Messieurs, dit-il tandis que les domestiques débarrassaient la table, j'ai pensé que nous pourrions tous nous retirer ensemble dans le grand salon. J'ai quelque chose de particulier à vous montrer, un divertissement que j'ai découvert lors de mes voyages en Europe et que je souhaite partager avec vous. » Les invités, intrigués et déjà bien imbibés, acceptèrent avec enthousiasme. Ils suivirent Don Rodrigo dans le grand salon, une pièce spacieuse avec de hauts plafonds, des murs ornés de peintures et un parquet ciré qui brillait sous la lumière des candélabres. Ce qui se passa ensuite ne fut rapporté que des années plus tard, et de façon fragmentaire, par certains des invités présents ce soir-là. L'un de ces invités était Don Sebastián Ruiz, un hacendado qui possédait des terres à l'ouest de San Geronimo. En 1860, sur son lit de mort, il fit une confession à son fils aîné. Cette confession fut consignée dans un document privé que la famille Ruiz garda secret pendant des décennies, avant qu'il ne soit finalement découvert par un historien local au début du XXe siècle. « Mon fils, » disait Don Sébastien dans sa confession, « je dois te parler de quelque chose qui me ronge depuis plus de 10 ans. J'ai commis un péché dont je ne peux me laver, et je veux que tu saches la vérité avant que je meure. En décembre 1849, j'ai été invité à un banquet chez Don Rodrigo Villarreal. Ce n'était pas la première fois que je me rendais à San Geronimo, mais ce soir-là, quelque chose de différent s'est produit. Après le dîner, Don Rodrigo nous a tous conduits dans son grand salon. Nous étions 7 hommes au total. Il nous a fait asseoir dans des fauteuils disposés en demi-cercle. Puis, il a fait entrer sa femme, Doña Isabella. Elle portait une robe qui, n'était pas appropriée pour une réception en présence d'invités. Don Rodrigo nous a dit que sa femme allait danser pour nous. Au début, nous avons pensé qu'il s'agissait d'une simple danse folklorique, peut-être une tradition de sa région natale. Mais ce qui s'est passé ensuite, mon fils, je ne peux pas entrer dans les détails. C'était indécent. C'était dégradant. C'était contraire à toute notion d'honneur et de respect. Le plus troublant n'était pas l'acte lui-même,
Mais l'attitude de Don Rodrigo. Il était assis là, souriant, comme un maître de cérémonie présentant un spectacle. Il encourageait sa femme, lui donnait des instructions. Et elle obéissait, sans résistance apparente, sans larmes, sans protestation, comme si elle avait accepté son rôle. Quand c'est terminé, Don Rodrigo nous a servi d'autres verres de cognac et a parlé de philosophie. Il a dit que nous venions de vivre une expérience de liberté véritable, que nous avions transcendé les conventions hypocrites de la société. Il a dit que les grands hommes de l'histoire avaient toujours su se placer au-dessus des règles ordinaires, et que nous devions nous considérer comme privilégiés d'avoir participé à cela. J'aurais dû partir immédiatement. J'aurais dû dénoncer ce qui s'était passé. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que Don Rodrigo était puissant. Parce que nous faisions tous affaire avec lui. Parce que, et c'est la partie la plus honteuse de cette histoire, une partie de moi était fascinée. Je suis retourné à San Geronimo 2 autres fois cette année-là. Les 2 fois, la même chose s'est produite. Et les 2 fois, j'ai participé en silence, comme les autres. Nous avons tous gardé le secret. Nous avons tous trahi notre honneur et notre conscience. Cette confession de Don Sebastián Ruiz révélait une vérité terrible. Ce qui s'était passé lors de ce premier banquet n'était pas un incident isolé. C'était devenu une pratique régulière, un rituel que Don Rodrigo répétait à chaque fois qu'il recevait des invités. Mais comment en était-il arrivé là? Comment un homme qui avait été décrit comme cultivé et respecté avait-il pu mettre en place une telle dégradation? Et surtout, comment avait-il convaincu sa femme de participer? Les réponses commencèrent à émerger lorsque, en 1851, une domestique nommée Rosa Jiménez décida de fuir l'hacienda. Rosa avait travaillé pendant 3 ans comme servante personnelle de Doña Isabela. Elle avait 19 ans quand elle quitta San Geronimo au milieu de la nuit, emportant avec elle quelques affaires et un document qu'elle avait réussi à voler dans le bureau de Don Rodrigo, un cahier où il consignait ses réflexions personnelles. Rosa se réfugia dans un couvent à San Luis Potosí, où elle demanda la protection des religieuses. Elle leur raconta ce qu'elle avait vu à l'hacienda. Son témoignage, recueilli par la mère supérieure, fut jugé si troublant qu'il fut immédiatement envoyé à l'évêché. Doña Isabela, racontait Rosa, n'était plus une personne. Elle était devenue une marionnette entre les mains de son mari. Don Rodrigo passait des heures à lui parler, à lui lire des passages de ses livres, à lui répéter les mêmes idées encore et encore. Il lui disait qu'elle devait lui obéir en tout, que c'était son devoir d'épouse, que Dieu lui-même approuvait cette obéissance absolue. Mais ce n'était pas seulement de l'obéissance, c'était autre chose. Don Rodrigo utilisait aussi des menaces. Il lui disait que si elle refusait de faire ce qu'il demandait, il enverrait leurs enfants dans des pensionnats lointains, où elle ne les reverrait jamais. Il lui disait qu'il la ferait enfermer dans un asile, qu'il répandrait des rumeurs sur sa folie. Il lui disait que personne ne la croirait si elle parlait parce qu'il était riche et puissant, et qu'elle n'était qu'une femme sans pouvoir. Il y avait aussi la drogue. Je l'ai vu, de mes propres yeux. Avant chaque banquet, Don Rodrigo donnait à Doña Isabela un verre contenant un liquide dont je ne connaissais pas la nature. Il disait que c'était pour la calmer, pour l'aider à supporter ce qu'elle devait faire. Après avoir bu, Doña Isabela devenait encore plus passive, encore plus docile. Ses yeux se vitraient. Elle bougeait et parlait comme si elle était dans un rêve. Et les banquets, Madre de Dios, les banquets. J'étais là, servant les boissons, changeant les candélabres. Je voyais tout. Ce que Don Rodrigo faisait subir à sa femme devant ces hommes était... Je ne peux même pas trouver les mots. Et ces hommes, ces soi-disant gentilshommes, ils acceptaient, ils participaient. Aucun d'eux n'a jamais protesté. Le cahier que Rosa avait volé contenait les écrits personnels de Don Rodrigo sur une période de 2 ans. Ce document, qui serait plus tard versé au dossier judiciaire, offrait un aperçu glaçant de son état d'esprit. Dans une entrée datée de janvier 1850, Don Rodrigo écrivait « J'ai compris aujourd'hui une vérité fondamentale.
Le pouvoir véritable ne réside pas dans la possession des terres ou de l'argent, mais dans la capacité à transcender les limites imposées par la morale conventionnelle. Les hommes ordinaires sont esclaves de leurs scrupules. Les hommes supérieurs créent leurs propres règles. Plus loin, en mars de la même année, Isabella commence à comprendre. La résistance initiale s'est transformée en acceptation. Bientôt, ce sera de la soumission totale. Et au-delà de la soumission, peut-être même une forme de complicité. C'est là le véritable triomphe. Non pas forcer l'obéissance, mais la cultiver jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Et encore, en août, les banquets sont un succès complet. Mes invités sont fascinés, choqués, mais aussi envieux. Ils voient en moi un homme qui a réussi à atteindre ce que tous les hommes désirent secrètement, mais n'osent pas poursuivre. La domination absolue. Ils me respectent plus qu'avant. Ils me craignent aussi. Cette combinaison de respect et de peur est grisante. Ces écrits révélaient que Don Rodrigo n'agissait pas par simple perversion ou cruauté gratuite. Il suivait une philosophie élaborée, influencée par des lectures mal comprises de philosophes européens du XVIIIe siècle. Il croyait sincèrement qu'il s'élevait au-dessus de la morale commune, qu'il démontrait sa supériorité en brisant les tabous les plus sacrés. Mais il y avait quelque chose d'encore plus troublant dans ses écrits. Dans une entrée de novembre 1850, Don Rodrigo mentionnait un projet futur. Les enfants grandissent. Fernando a maintenant 4 ans, Catalina 2 ans. Dans quelques années, ils seront assez âgés pour comprendre. Je devrais alors prendre une décision. Les protéger de la vérité ou les initier à une compréhension supérieure de l'existence. Cette décision façonnera l'avenir de la dynastie Villarreal. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter ce que vous pensez qu'il va se passer ensuite. Va-t-elle empirer? Peut-elle encore devenir plus sombre? Restez avec nous, car nous approchons du moment où tout s'effondre. Le témoignage de Rosa Jiménez et la découverte du cahier de Don Rodrigo provoquèrent enfin une réaction des autorités ecclésiastiques. En avril 1851, l'évêque de San Luis Potosí envoya une délégation à la Hacienda San Jerónimo pour enquêter sur les accusations. Cette délégation était composée de 3 personnes. Le père Tomás Alvarado, un prêtre expérimenté connu pour sa fermeté, Don Luis Montero, un avocat spécialisé dans le droit canonique, et Dr Ramón Castillo, un médecin chargé d'évaluer l'état mental de Doña Isabella. Ils arrivèrent à l'hacienda un matin de mai, sans s'être annoncés au préalable. Don Rodrigo les reçut avec une courtoisie glaciale. Il savait pourquoi ils étaient là. Rosa avait disparu un mois plus tôt, et il ne faisait aucun doute qu'elle avait parlé. Le père Alvarado demanda à s'entretenir avec Doña Isabella en privé. Don Rodrigo accepta, mais insista pour que l'entretien ait lieu dans le salon principal, avec les portes ouvertes. « Ma femme n'a rien à cacher, dit-il, et je n'ai rien à cacher non plus. » L'entretien dura près d'1 heure. Le compte-rendu rédigé par le père Alvarado, conservé dans les archives diocésaines, décrivait une femme totalement fermée. Doña Isabella Villarreal, écrivait le prêtre, présente tous les signes d'une personne vivant sous une contrainte psychologique extrême. Elle répond aux questions par monosyllabes. Quand je lui demande si elle est heureuse dans son mariage, elle dit oui. Quand je lui demande si son mari la traite bien, elle dit oui. Quand je lui demande si on l'a forcée à faire quoi que ce soit contre sa volonté, elle dit non. Mais ses yeux racontent une histoire différente. Elle évite tout contact visuel. Ses mains tremblent légèrement. À plusieurs reprises, elle jette des regards furtifs vers la porte, comme pour vérifier si son mari est là. Quand je lui pose des questions plus directes sur les banquets, elle se fige complètement. Elle cesse de parler. Ses lèvres bougent, mais aucun son n'en sort. J'ai tenté d'établir une connexion spirituelle avec elle, de lui offrir le sacrement de la confession, de lui assurer qu'elle pouvait me dire la vérité sans crainte. Mais elle a refusé. Elle a simplement dit « Tout va bien, mon père, je suis une épouse obéissante. Mon mari est un bonhomme. »
puis elle s'est levée et a quitté la pièce. Le docteur Castillo, quant à lui, diagnostiqua chez Doña Isabella des signes de mélancolie sévère, un terme utilisé à l'époque pour décrire ce que nous appellerions aujourd'hui une dépression profonde. Il nota également des symptômes qui pouvaient indiquer l'utilisation de substances, pupilles dilatées, mouvements ralentis, difficultés de concentration. Don Luis Montero, l'avocat, tenta d'interroger Don Rodrigo sur les accusations spécifiques portées contre lui. La rencontre se déroula dans le bureau du hacendado, en présence du père Alvarado. Ces accusations, dit Don Rodrigo d'un ton calme, proviennent d'une domestique congédiée pour vol. Elle cherche à se venger. C'est une affaire simple de rancune personnelle. Néanmoins, répondit Montero, nous devons enquêter. Des témoins affirment que lors de vos banquets, des activités inappropriées se déroulent. Des activités qui impliqueraient votre épouse. Don Rodrigo sourit. Monsieur l'avocat, ce qui se passe dans ma maison entre adultes consentants ne regarde que nous. Ma femme est heureuse. Elle est bien traitée. Elle vit dans le luxe. Que pourrais-je faire de plus pour elle? Il ne s'agit pas de luxe, intervint le père Alvarado. Il s'agit de dignité, de respect, de moralité chrétienne. Ah, la moralité, dit Don Rodrigo. Dites-moi, mon père, qui définit cette moralité? L'Église? Des hommes en robe qui n'ont jamais connu de femme, qui n'ont jamais bâti d'empire, qui n'ont jamais ressenti le vrai pouvoir. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas que vous soyez qualifié pour juger comment je gère ma vie privée. Le ton était resté courtois, mais le message était clair. Don Rodrigo ne reculerait pas. Et il savait que la délégation n'avait aucun pouvoir réel pour l'arrêter. L'enquête se termina sans résultat concret. Dans son rapport à l'évêque, le père Alvarado écrivit « Nous avons de fortes suspicions, mais aucune preuve tangible. Doña Isabella refuse de témoigner contre son mari. Aucun des domestiques actuels n'accepte de parler par peur de perdre leur emploi. Les invités qui auraient été témoins des actes reprochés à Don Rodrigo sont tous des hommes de pouvoir qui ne se compromettront jamais en témoignant publiquement. Nous sommes face à un mur de silence. » L'évêque décida de suspendre l'enquête, mais ordonna au père Anselmo de rester vigilant et de rapporter immédiatement tout nouveau développement préoccupant. Ce développement ne tarda pas. En juin 1851, Don Rodrigo organisa son plus grand banquet à ce jour. Il invita 12 hommes, un nombre inhabituel. Parmi eux se trouvaient plusieurs hacendados, 2 juges de San Luis Potosí, un colonel de l'armée mexicaine, et même un représentant du gouvernement fédéral. Les festivités durèrent 3 jours. La consommation d'alcool et de nourriture fut excessive. Les discussions portèrent sur des projets commerciaux, des alliances politiques, des opportunités d'enrichissement. Don Rodrigo se montrait particulièrement généreux, offrant des prêts avantageux, proposant des partenariats lucratifs. Le 3e soir, comme d'habitude, il invita tous ses convives dans le grand salon pour le divertissement spécial. Mais cette fois, quelque chose tourna mal. Parmi les invités se trouvait un jeune officier militaire nommé Capitaine Eduardo Vargas. C'était sa première visite à San Jerónimo. Il avait 28 ans, venait d'une famille modeste, mais avait gravi les échelons par son mérite. Il était connu pour son intégrité et son sens de l'honneur. Quand Don Rodrigo commença sa présentation habituelle, quand Doña Isabella entra dans le salon dans sa tenue inappropriée, quand les choses commencèrent à se dérouler comme elle l'avait fait tant de fois auparavant, le capitaine Vargas se leva brusquement de son fauteuil. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» s'exclama-t-il. Le silence tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers lui. Don Rodrigo fronça les sourcils. « Capitaine Vargas, dit-il d'une voix douce, mais avec une pointe de danger, je vous suggère de vous rasseoir. Vous êtes mon invité. Profitez de l'hospitalité que je vous offre. » « Votre hospitalité ?» répondit Vargas, sa voix montant. « Vous appelez cela de l'hospitalité ? Cette femme est votre épouse. Vous la dégradez devant nous comme si elle était une... Je ne peux même pas dire le mot, c'est une honte. C'est un crime contre l'honneur. » Les autres invités restaient figés, ne sachant comment réagir.
Certains semblaient embarrassés, d'autres simplement ennuyés par cette interruption. Don Rodrigo se leva lentement. « Capitaine, dit-il, vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. Vous n'avez pas la sophistication nécessaire pour apprécier ce moment. Je vais vous demander de quitter cette pièce. »« Je vais effectivement quitter cette pièce, » répondit Vargas, « et demain, je quitterai cette hacienda, et je rapporterai ce que j'ai vu aux autorités compétentes. Ce que vous faites ici est inacceptable. » Il se tourna vers Doña Isabella, qui était restée immobile durant tout l'échange, les yeux baissés. « Madame, dit-il avec respect, si vous avez besoin d'aide, je vous l'offre. Venez avec moi maintenant. Je vous protégerai. » Isabella leva lentement les yeux vers lui. Pendant un instant, quelque chose passa dans son regard. Un éclair de reconnaissance, peut-être d'espoir. Mais presque immédiatement, ce fut remplacé par de la peur. Elle secoua légèrement la tête. « Je vais bien, capitaine, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Mon mari prend soin de moi. Je n'ai besoin de rien. » Vargas la regarda longuement, puis secoua la tête avec dégoût. « Très bien, dit-il. Mais sachez que j'ai été témoin de ceci, et que je ne l'oublierai jamais. » Il quitta la pièce. On entendit ses pas résonner dans le couloir, puis la porte principale claquer. Don Rodrigo resta debout pendant un long moment, le visage impassible. Puis il sourit aux autres invités. « Messieurs, dit-il, veuillez excuser cette interruption désagréable. Certains hommes ne sont pas faits pour comprendre ce qui se trouve au-delà des conventions ordinaires. Continuons. » Et ils continuèrent. Le capitaine Vargas tint parole. Dès son retour à San Luis Potosí, il rédigea un rapport détaillé de ce qu'il avait vu à la hacienda San Jerónimo et le soumit à ses supérieurs militaires. Il demanda également à rencontrer le gouverneur de l'État. Son rapport créa une onde de choc. Pour la première fois, un homme de position officielle, avec une réputation irréprochable, témoignait publiquement contre Don Rodrigo Villarreal. Les rumeurs qui avaient circulé pendant des mois se trouvaient soudain confirmées par une source crédible. Le gouverneur se trouvait dans une position délicate. Don Rodrigo était l'un des hommes les plus riches de la région. Il finançait des projets publics, payait généreusement ses impôts, avait des connexions politiques à Mexico. L'accuser ouvertement risquait de créer des complications politiques et économiques. Mais ignorer le témoignage du capitaine Vargas était également impossible. L'affaire avait commencé à fuiter dans la presse locale. Des journaux de Mexico envoyaient des correspondants pour enquêter. L'Église exerçait des pressions pour une investigation approfondie. En juillet 1851, le gouverneur nomma un juge d'instruction, Don Arturo Fernandez, pour mener une enquête officielle sur les allégations de conduite inappropriée à la hacienda San Jerónimo. Fernandez était un homme de 60 ans, légaliste et méticuleux. Il commença son enquête en interrogeant tous les témoins disponibles, Rosa Jiménez au couvent, le capitaine Vargas, le père Anselmo, les membres de la délégation ecclésiastique. Puis, en août, accompagné de 6 gardes armés et d'un greffier, il se rendit à San Jerónimo pour interroger Don Rodrigo et Doña Isabella. Cette visite marqua le début de la fin. Don Rodrigo reçut la délégation officielle dans son bureau. Il était calme, presque serein. Il répondit à toutes les questions avec une précision clinique, ne niant rien, mais ne confirmant rien non plus. « Ces banquets que vous organisez ?» demanda le juge Fernandez. « Que s'y passe-t-il exactement ?»« Je reçois mes invités avec l'hospitalité qui convient à mon rang », répondit Don Rodrigo. « Nous dînons, nous buvons, nous discutons d'affaires. Parfois, nous nous divertissons de manière que certains pourraient juger non conventionnelle. »« Non conventionnelle », répéta Fernandez. « Soyez plus précis. »« Je ne vois pas pourquoi je devrais l'être. Ce qui se passe dans ma maison, entre adultes consentants, est une affaire privée. Votre femme consent-elle vraiment ? Ma femme est une épouse obéissante. Elle fait ce que je lui demande. C'est son devoir d'épouse. Il y a une différence entre l'obéissance et le consentement. Pas dans mon mariage. » Le juge Fernandez nota chaque réponse, puis il demanda à voir Doña Isabella.
L'entretien avec Isabella se déroula dans le salon principal, en présence du greffier mais sans Don Rodrigo. Pour la première fois depuis des mois, Isabella se trouvait face à une autorité officielle, dans un contexte où son mari ne pouvait pas directement intervenir. « Madame Villarreal », commença doucement le juge, « je suis ici pour comprendre votre situation. Je veux que vous sachiez que vous pouvez me dire la vérité sans crainte. Vous êtes sous la protection de la loi maintenant. » Isabella resta silencieuse pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis des années, elle parla avec une clarté surprenante. « Monsieur le juge, dit-elle, j'ai été une bonne épouse. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai donné des enfants à mon mari. J'ai géré sa maison. J'ai supporté ce qu'il m'a demandé de supporter. » Ce qu'il vous a demandé de supporter ?» répéta Fernandez. « Parlez-vous des banquets ?» Elle hocha la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Pouvez-vous me dire ce qui se passe lors de ces banquets ?»« Il me force, » murmura-t-elle. « Il me drogue. Il me menace. Il dit qu'il enverra mes enfants loin de moi si je refuse. Il dit que personne ne me croira. Il dit que je suis sa propriété et qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. » Le greffier transcrivait chaque mot. Le juge Fernandez se pencha en avant. « Depuis combien de temps cela dure-t-il »« Depuis après la naissance de ma fille. Depuis 1849, 2 ans et demi. Et vous n'avez jamais tenté de fuir ? Où aurais-je pu aller ?» répondit-elle avec une amertume soudaine. « Retourner chez mon père ? Il me dirait de retourner auprès de mon mari. C'est ce que tout le monde me dirait. Une femme appartient à son mari. C'est la loi. C'est ce que l'Église enseigne. L'Église n'enseigne pas qu'un mari peut dégrader sa femme. Vraiment ? Alors pourquoi le père Anselmo n'a-t-il rien fait ? Pourquoi l'évêque n'a-t-il rien fait ? Tout le monde sait, monsieur le juge. Tout le monde sait et personne ne fait rien. Parce que mon mari est riche. Parce qu'il a du pouvoir. Parce que je ne suis qu'une femme. » Le juge Fernandez était visiblement troublé. Il continua l'interrogatoire pendant encore 1 heure, obtenant des détails précis sur les banquets, sur les substances que Don Rodrigo lui administrait, sur les menaces qu'il proférait. Puis il demanda, « Madame, si je vous offrais la possibilité de quitter cette hacienda dès maintenant, avec vos enfants, et de vous placer sous la protection de l'État, accepteriez-vous » Isabella le regarda longuement. Pour un instant, l'espoir brilla dans ses yeux. Puis elle regarda vers la fenêtre, vers les vastes terres de l'hacienda qui s'étendaient à perte de vue. « Mes enfants, dit-elle. Où iraient mes enfants ? Ils viendraient avec vous. Et ensuite, nous vivrions comment ? De quoi ? Mon mari contrôle toute la fortune. Je n'ai rien en mon nom. Nous serions des mendiantes. Il y a des couvents qui pourraient vous accueillir, des familles charitables. » Elle secoua la tête. « Non, monsieur le juge. Je connais le monde. Une femme qui quitte son mari est marquée à vie. Elle devient une paria. Ses enfants aussi. Fernando et Catalina porteraient cette honte pour toujours. La honte est de rester ici. Peut-être, mais c'est une honte privée. Si je pars, ce sera une honte publique. Et je ne peux pas faire ça à mes enfants. » Le juge Fernandez comprit qu'il était face à une tragédie pour laquelle il n'existait pas de solution simple. Les lois de l'époque donnaient un pouvoir presque absolu au mari. Une femme ne pouvait pas facilement divorcer. Même si elle le faisait, elle perdrait la garde de ses enfants et son accès à toute ressource financière. Mais il y avait une autre possibilité. Si Don Rodrigo était reconnu coupable d'un crime grave, sa fortune pourrait être saisie, et Isabella pourrait obtenir une séparation légale avec un soutien financier garanti. Le juge décida de pousser son enquête plus loin. Il interrogea des domestiques, des travailleurs de l'hacienda, d'anciens employés. Lentement, un portrait accablant commença à se former. Puis, en septembre 1851, une découverte changea tout. Un ouvrier agricole, fouillant dans une remise abandonnée pour récupérer des outils, tomba sur une malle fermée à clé. Intrigué, il força le cadenas. À l'intérieur, il trouva des documents, des lettres, des carnets, des registres financiers. Mais ce qui attira son attention fut un ensemble de photographies.
À cette époque, la photographie était encore une technologie relativement nouvelle et coûteuse. Seuls les riches pouvaient se permettre de posséder des appareils photographiques. Don Rodrigo en possédait un. Les photographies montraient les banquets. Elles montraient Doña Isabela dans des situations qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait lors de ces soirées. Elles montraient également les invités, des hommes dont certains occupaient des positions officielles importantes. L'ouvrier, terrifié par ce qu'il avait découvert, apporta la malle directement au père Anselmo. Le prêtre, après avoir examiné le contenu, comprit immédiatement la gravité de la situation. Il scella la malle et la porta personnellement au juge Fernandez à San Luis Potosí. Quand le juge vit les photographies, il sut qu'il tenait enfin des preuves concrètes. Ce n'était plus une question de témoignage qu'on pouvait contester. C'était une preuve visuelle, irréfutable, de ce qui se passait à la Hacienda San Jerónimo. Le 7 octobre 1851, le juge Fernandez émit un mandat d'arrêt contre Don Rodrigo Villarreal pour contrainte morale, administration de substances dangereuses, atteinte à la dignité de son épouse et corruption de la moralité publique. Le 12 octobre, accompagné de 20 soldats armés, le juge se présenta à San Jerónimo pour procéder à l'arrestation. Ce qu'il trouva en arrivant serait décrit plus tard comme une scène de cauchemar. Quand la délégation officielle franchit les portes de la Hacienda San Jerónimo ce matin d'octobre, un silence inquiétant régnait sur le domaine. Normalement, à cette heure, les champs auraient dû être remplis de travailleurs, mais il n'y avait personne. Les soldats avancèrent prudemment vers la Casa Grande. La porte principale était entr'ouverte. Le juge Fernandez entra le premier, suivi de ses hommes. Ce qu'ils découvrirent dans le grand salon serait consigné dans le rapport officiel en des termes cliniques et froids. Mais les hommes qui étaient présents ce jour-là ne l'oublièrent jamais. Don Rodrigo Villarreal était assis dans son fauteuil habituel, celui d'où il présidait ses banquets. Il portait son costume le plus élégant. Sur la table basse devant lui se trouvait une bouteille de cognac vide et un revolver. Il était mort depuis au moins 2 jours. Le médecin légiste déterminerait plus tard qu'il s'était tiré une balle dans la tête. Mais ce n'était pas tout. Dans les chambres à l'étage, les soldats trouvèrent Doña Isabela et ses 2 enfants. Ils étaient tous les 3 dans le même lit, comme s'ils dormaient paisiblement. Mais ils ne dormaient pas. Le médecin légiste conclut qu'ils étaient morts par empoisonnement. Une analyse des corps révéla des traces de laudanum à des doses massives. Sur la table de nuit se trouvait une fiole vide et un verre. À côté du lit, posé sur une chaise, se trouvait une lettre écrite de la main de Don Rodrigo. Cette lettre, versée au dossier judiciaire et reproduite dans plusieurs journaux de l'époque, disait ceci. « À qui de droit, je sais que vous venez m'arrêter. Je sais que mon monde s'effondre. Mais je ne me soumettrai pas à votre jugement. Je ne serai pas traîné devant une cour comme un criminel vulgaire. Je ne permettrai pas que mon nom soit sali par des hommes qui n'ont jamais compris ce que je cherchais à accomplir. J'ai vécu selon mes propres règles. J'ai refusé de m'incliner devant les conventions hypocrites d'une société qui prétend à la moralité tout en pratiquant la cruauté à chaque coin de rue. J'ai exploré les limites du pouvoir, de la domination, de la liberté absolue. J'ai été un homme véritablement libre. Mais je comprends maintenant que cette liberté a un prix. Et ce prix est la solitude complète. Car personne ne peut vraiment comprendre ce que j'ai fait. Même ceux qui ont participé à mes banquets me condamneront publiquement pour sauver leur propre réputation. Isabela n'a jamais compris. Elle m'a haï jusqu'à la fin. Mais elle était mienne, et je ne la laisserai pas entre vos mains. Mes enfants non plus. Ils font partie de mon héritage, et cet héritage ne survivra pas à ma chute. Alors je les emmène avec moi. Que Dieu, s'il existe, juge mon âme comme bon lui semble. Rodrigo Villarreal. La lettre provoqua une onde de choc dans tout le Mexique. Les journaux la reproduisirent, les intellectuels en débattirent, l'Église la condamna. Certains y virent la confession d'un monstre. D'autres, plus troublés, y décelèrent une logique tordue mais cohérente.
celle d'un homme qui avait poussé les idées philosophiques européennes sur la liberté et le pouvoir jusqu'à leurs conclusions les plus extrêmes et les plus abominables. Mais pour ceux qui connaissaient les détails de l'affaire, la vérité était plus complexe. Le père Anselmo, interrogé par les autorités, révéla quelque chose que Don Rodrigo n'avait pas mentionné dans sa lettre. 3 jours avant sa mort, le prêtre avait eu une dernière conversation avec lui. Il m'a dit qu'il avait peur, racontait le père Anselmo. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il m'a dit que tout lui échappait, que les hommes qui avaient participé à ces banquets le trahissaient maintenant, qu'ils étaient prêts à témoigner contre lui pour sauver leur propre peau, que sa fortune ne le protégeait plus, que même sa propre conscience commençait à le tourmenter. Il m'a demandé si je pensais qu'il y avait un pardon possible pour ce qu'il avait fait. Je lui ai dit que Dieu pardonne tout à ceux qui se repentent, sincèrement. Mais il a secoué la tête. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas se repentir de quelque chose qu'il avait fait par conviction philosophique. Il m'a dit qu'il avait été cohérent avec ses principes jusqu'au bout et que se rétracter maintenant serait une lâcheté. Je lui ai demandé s'il avait pensé à sa femme et à ses enfants. Il m'a répondu qu'il y pensait constamment, que c'était la seule chose qui le tourmentait vraiment. Non pas ce qu'il avait fait à Isabella, mais ce qu'il avait détruit en elle. Il m'a dit « Je voulais la libérer des conventions, père, mais tout ce que j'ai fait, c'est la détruire. » Cette confession suggérait que Don Rodrigo, dans ses derniers jours, avait peut-être commencé à comprendre l'ampleur de ses crimes. Mais au lieu de faire face aux conséquences, il avait choisi l'autodestruction, et pire encore, il avait emporté avec lui sa femme et ses enfants. L'analyse toxicologique révéla quelque chose de particulièrement glaçant. Isabella et les enfants avaient été empoisonnés pendant qu'ils dormaient. Don Rodrigo avait ajouté du laudanum à leur nourriture du soir. Ils ne s'étaient probablement jamais réveillés. Isabella n'avait pas choisi la mort. Elle lui avait été imposée, une dernière fois, par l'homme qui avait contrôlé chaque aspect de sa vie pendant des années. Les photographies découvertes dans la malle furent détruites sur ordre du juge, mais pas avant que plusieurs copies n'aient été secrètement conservées. Ces copies circulèrent parmi certains cercles et ruinèrent la réputation de plusieurs hommes influents. 3 des invités réguliers au banquet de Don Rodrigo se suicidèrent dans les mois qui suivirent. 2 autres quittèrent le Mexique et ne revinrent jamais. Le capitaine Eduardo Vargas, dont le témoignage avait déclenché l'enquête finale, fut promu et devint plus tard un général respecté de l'armée mexicaine. Mais il ne parla jamais publiquement de ce qu'il avait vu à San Jerónimo. Dans ses mémoires, publiés après sa mort, il écrivit simplement « Il existe des abîmes dans l'âme humaine qu'il vaut mieux ne pas sonder. J'en ai contemplé un soir de juin 1851, et cette vision m'a hanté jusqu'à ce jour. La Hacienda San Jerónimo fut saisie par l'État. Les terres furent redistribuées aux travailleurs qui y vivaient. La Casa Grande fut vidée de son contenu, et les meubles luxueux, les tableaux, les livres furent vendus aux enchères. Mais la maison elle-même resta vide. Personne ne voulait y vivre. Les travailleurs racontaient qu'on entendait des bruits la nuit, des pas dans les couloirs, des voix qui murmuraient dans les pièces vides. Bien sûr, ces histoires n'étaient que des superstitions nées de la tragédie qui s'était produite là, mais elles étaient suffisantes pour que la Casa Grande soit progressivement abandonnée. En 1865, un incendie d'origine inconnue détruisit le bâtiment. Certains disaient que des bandits l'avaient brûlé pour effacer toute trace de ce qui s'était passé. D'autres pensaient que les anciens travailleurs de l'Hacienda avaient décidé de purifier le lieu par le feu. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines. Les murs effondrés, envahis par la végétation. La fontaine du patio brisée et asséchée. Quelques arches qui tiennent encore debout, témoins silencieux d'une époque où un homme croyait pouvoir s'élever au-dessus de toute morale. Les historiens locaux connaissent l'histoire de la Hacienda San Jerónimo, mais elle n'est pas enseignée dans les écoles. C'est une histoire trop sombre, trop perturbante pour être intégrée dans le récit officiel de la région. Pourtant,
Elle mérite d'être racontée. Non pas pour choquer, mais pour rappeler jusqu'où peut aller la corruption du pouvoir absolu. Pour rappeler que la richesse et l'éducation ne protègent pas contre la cruauté. Pour rappeler que les victimes de la domination psychologique sont souvent prisonnières non seulement de leurs oppresseurs, mais aussi d'un système social qui les abandonne. Isabella Villarreal n'a jamais eu de voix de son vivant. Même dans la mort, son histoire a été occultée, réduite à une note de bas de page dans les archives judiciaires. Ses enfants, Fernando et Catalina, qui n'avaient respectivement que 4 et 2 ans, n'ont jamais eu la chance de vivre leur propre vie. Ils sont morts à cause des délires philosophiques de leur père. Quant à Don Rodrigo lui-même, son nom est devenu synonyme d'infamie dans la région de San Luis Potosí. Mais au-delà de l'infamie personnelle, son cas soulève des questions plus larges sur la nature du mal, sur les limites de la liberté individuelle, sur le prix que paient les plus vulnérables quand les puissants décident qu'ils peuvent créer leurs propres règles morales. Les documents de l'époque suggèrent que Don Rodrigo n'était pas né monstre. Il avait été un enfant normal, un jeune homme brillant. Quelque chose s'était tordu en lui au fil des années, une combinaison de pouvoir absolu, d'isolement géographique, de lecture mal comprise et peut-être d'une tendance psychologique vers la domination qui n'avait jamais été contrôlée. Dans les cercles académiques qui étudient l'histoire du Mexique du XIXe siècle, le cas de la Hacienda San Jerónimo est parfois mentionné comme un exemple extrême des abus rendus possibles par le système des haciendas. Mais ces discussions restent confinées aux publications spécialisées, loin du public général. Les descendants de la famille Romero, la famille d'Isabella, ont toujours refusé de commenter l'affaire. Le nom de Villarreal a disparu de la région. Les rares branches collatérales de la famille ont changé de nom pour échapper à l'association avec le scandale. Et dans le petit cimetière, près de ce qui fut autrefois San Jerónimo, 4 tombes côte à côte portent des inscriptions simples. Rodrigo Villarreal, 1809-1851. Isabella Romero de Villarreal, 1828-1851. Fernando Villarreal, 1847-1851. Catalina Villarreal, 1849-1851. Aucune épitaphe, aucun mot de paix ou de regret. Juste les noms et les dates, comme si même dans la mort, il n'y avait rien à dire sur cette famille qui avait vécu et péri dans les ténèbres qu'un seul homme avait créées. Cette histoire vous a-t-elle troublé? Pensez-vous que tout a vraiment été révélé, ou reste-t-il des secrets enfouis sous les ruines de San Jerónimo? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire mexicaine, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les mystères historiques qui défient notre compréhension de la nature humaine. Car si nous ne racontons pas ces histoires, si nous ne nous souvenons pas de ces tragédies, nous risquons de répéter les mêmes erreurs. L'histoire n'est pas seulement ce qui est écrit dans les manuels scolaires, c'est aussi ce qui se cache dans les archives oubliées, dans les témoignages tus, dans les ruines qui refusent de disparaître complètement. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout.